Je vous emmène aujourd'hui à Provins, nous sommes à l'est de Paris. Regardez, dans cette petite rue aux jolies maisons à colombage, le marché, avec ce bâtiment d'époque de la Tour Eiffel, avec, regardez, ces jolis étalages, car nous sommes dans la ville des foires de Champagne. C'est vraiment la grande célébrité de Provins, c'est les foires de Champagne du XIIe, XIIIe, XIVe siècle. Du reste, elles avaient lieu le jour de la Saint-Ayould et le jour de la Saint-Kyrias. Donc vous êtes déjà dans l'ambiance. L'église fêtait les grands saints pendant que les marchands faisaient leurs affaires. Voilà, les petites rues avec les maisons à colombage, une jolie ancienne très amusante. Car vraiment la ville, on a l'impression qu'elle s'est arrêtée de vivre au Moyen-Âge. Voilà la place et la fameuse collégiale Saint-Ayould. Alors là, je vous raconte cette histoire. En 996 fut trouvé dans une petite chapelle un sarcophage avec les restes de Sainte Ayould. Bien, en tout cas, c'était un moine de l'abbaye bénédictine de Fleury-sur-Loire, qui s'appelle maintenant Saint-Benoît. Il participa au transfert des reliques de Saint-Benoît depuis le mont Cassin en Italie jusqu'à Fleury. Puis il fonda un monastère envoyé par Clotaire III en 660 sur l'île de Saint-Honorat dans les îles de l'Airain, vous savez, en face de Nice là. Il devint le père abbé, mais il se fâcha, je sais pas, il y a eu des histoires et on lui coupa la langue. C'est Arcade et Colombe, avec l'aide de l'évêque d'Uzès, qui firent cette horrible chose. Enfin, il fut livré avec d'autres moines à des pirates qui les tuèrent sur une île située entre la Corse et la Sardaigne. Puis le corps fut ramené à l'abbaye de l'Airain, puis à Fleury. On le fête le 3 septembre. Mais quel hasard amena ces précieuses reliques à Provins, ça on n'en sait rien. Donc voilà l'église qui est construite au-dessus de ce sarcophage et pour développer le pèlerinage de Saint-Ayould. 1048, première église, 1073, deuxième agrandissement par Robert de Molène, un des fondateurs de l'ordre de Cîteaux. Puis 1153, c'est le comte Henri le Libéral qui accorde aux religieux les bénéfices de la justice. Donc ça, c'est une très très bonne affaire pour eux. En 1160, un ensemble de 3 portails d'art gothique sont ajoutés. Puis la nef, les fenêtres hautes sont surélevées au XIIIe siècle. Enfin, en 1537, à la Renaissance, l'église est séparée en deux. D'un côté, la paroisse, de l'autre côté, le monastère. En 1560, un bas-côté est ajouté, puis surtout les bâtiments conventuels. Arrive la Révolution avec les destructions habituelles et surtout la destruction des statues du portail central. Voyons maintenant les trésors de cette église. Ces panneaux sculptés avec la vie du Christ, 1570-1610, sculptés par Pierre Blasset, natif d'Amiens. Les vitraux, eux, sont beaucoup plus récents. Et là, c'est le maître-autel avec un retable de 1647 qui a été peint par Jacques Stella, qui était un des peintres préférés du roi Louis XIII. C'est Jésus qui est retrouvé au temple par ses parents. Regardez la finesse du dessin, de la peinture. C'est absolument ravissant. Par contre, tout l'encadrement est en bois sculpté en chêne, beaucoup plus massif. Là-haut, le même peintre, 1647, Jacques Stella, c'est l'Ascension du Christ qui est accueilli au ciel par son père, le tabernacle avec cette sculpture en chêne, et de chaque côté, la vie du Christ. Dans une chapelle, la Vierge de Pitié, c'est une sculpture en pierre de tonnerre qui a été faite par Jacques Jubert en 1526. La Vierge avec le Christ, ici Sainte Marie-Madeleine, toujours sculptée, peinte et très très originale. Et de l'autre côté, Saint Jean qui tient dans sa main la couronne d'épines du Christ. C'est vraiment excessivement original, cette mise en scène complète entre les personnages et les peintures
qui représente la crucifixion, la descente de croix de la Vierge de Pitié. Nous voilà devant le portail avec ses petits chapiteaux sculptés et surtout le grand portail qui a été créé en 1990 par Georges Jean-Claude. Au centre, vous avez le Christ en Pantocrator dans sa mandorle et de chaque côté des hommes qui l'adorent. Donc il remplace les anciennes statues de Saint-Marc et de Saint-Luc. Sur le linteau, 3 scènes de la vie de la Vierge, l'Annonciation à gauche, Visitation au centre et à droite, la Dormition de la Vierge. Sur le trumeau, c'est la main de Dieu qui retient le bras d'Abraham. Enfin voilà, le contraste est frappant entre ces vieux chapiteaux et cette réalisation tout à fait nouvelle en bronze. Nous revenons à la place, regardez, elle est quand même très compliquée parce qu'elle était insérée dans le monastère et voilà, nous y sommes. La vieille tour romane qui a l'air d'écraser l'ensemble, car en fait, il y a toute une partie que l'on visite absolument pas. Voilà les bâtiments conventuels qui ont été restaurés, la salle capitulaire avec ses jolies voûtes et les chapiteaux. Puis regardez ma sœur Elisabeth qui est avec moi et qui admire comme moi l'équilibre de cette cour de l'intérieur du cloître. Nous sommes au printemps, les arbres sont en fleurs blanches, ce qui donne une atmosphère tout à fait spéciale à cette église. Voilà, nous sortons, regardez le beffroi, car il y avait 2 villes. Il y avait la ville basse et la ville haute. Nous sommes ici dans la ville basse et la foire avait lieu en septembre autour de la fête de Sainte-Ayould. Alors ces foires de Champagne, il faut que je vous explique qu'en fait c'est le comte Thibaut IV de Champagne qui a eu l'idée de génie de protéger les marchands. Dès qu'ils franchissaient la frontière de la Champagne, donc ils arrivaient de Bourgogne ou d'Île-de-France ou des Flandres, ou même jusqu'à Byzance, des Italiens, tout le monde se réunissait là. Allons maintenant vers la ville haute, vous voyez là-haut, c'est complètement fortifié et là encore une deuxième foire avait lieu au mois de mai pour le Saint-Kyrias. Voilà la ville entourée de murailles, toujours, c'est la ville haute avec ses fortifications, plusieurs kilomètres qui sont toujours là. Je reviens au comte de Champagne, donc Thibaut IV, qui en 1137 organise le conduit des foires. Donc le marchand arrivait, franchissait la frontière de la Champagne, et là, il était protégé. En 1147, une monnaie, le denier provinois, est créée pour pouvoir échanger plus facilement. Puis Henri le Libéral, entre 1152 et 1180, fit des chartres, l'une en 1164, l'autre en 1176, toujours pour organiser ces foires. Les marchands entre eux ont un consul, s'ils ont un problème, il y a un garde des foires qui veille au respect des bons usages. Tout cela fait que les foires attirent un monde absolument fou pour l'époque. On y vend des draps des Flandres, les laines qui viennent d'Angleterre, les épices qui viennent de Byzance, les blés d'Italie, les fourrures qui viennent d'Allemagne, tout cela s'échange dans ces fameuses foires de Champagne. Les comtes ont créé des ponts, des routes en bon état, des entrepôts, des bâtiments pour héberger tous ces gens. Puis il y a aussi des maisons de soins pour les marchands. Enfin, tout est tellement bien organisé que les foires ont une renommée internationale. C'est un lieu stratégique et les comtes de Champagne ont construit là ce donjon pour surveiller la plaine de Brie. Mais surtout, nous sommes entre la Bourgogne d'un côté et le royaume de France de l'autre. Donc vraiment un lieu stratégique. Et de là, de cette fameuse tour de César, mais qui César n'y est jamais venu, ça veut dire la tour du chef, on voit la ville basse à l'horizon et surtout la plaine de Brie, qui est une plaine à blé. Voilà l'église Saint-Quiriac, qui a été construite au XIe siècle avec sa coupole. Regardez le portail avec le Christ
roi, Jeanne d'Arc qui est passée avec le roi Charles VII. Et là, voilà ici la statue du saint en évêque de Jérusalem. Et sur le vitrail derrière lui, raconter l'histoire, la vie de Saint Kyrias. C'est Sainte Hélène qui retrouve la croix du Christ. Et vous voyez ici, elle est aidée par un juif, Judas, qui est tellement frappé par cette trouvaille qu'il se convertit, prend le nom de Kyrias et il devient prêtre puis évêque de Jérusalem. Mais ensuite on lui demande de renier sa foi, évidemment il préfère le martyre brûlé, vous le voyez là. Et ensuite c'est le chevalier Milon de Bréant qui rapporte en 1206 à Provins le crâne du saint. Voilà l'origine du pèlerinage de ce grand saint et les dates de la foire aussi, puisqu'on joint l'utile et l'agréable. Cette église est ensuite construite, agrandie, magnifiquement décorée, et la coupole est construite au XVIIe siècle. La chaire avec les 12 apôtres, voilà Saint-André avec sa croix, et puis Saint-Jean, Saint-Marc, Saint-Luc, Saint-Judas, Saint-Simon, Simon-Pierre, Simon le stylite, tous les 12 apôtres sont là sur le tambour de la chaire. Dans le pilier de la coupole, vous voyez c'est déjà 17e avec beaucoup plus maniériste, avec les différents Saint Luc et Saint Jean, les évangélistes. Un tableau de Jacques de Létain qui le peignit vers 1600, l'ascension du Christ. Pendant que je vous laisse regarder cette magnifique collégiale Saint-Kyriaque, je vous raconte à nouveau les foires, car c'était trop important. La foire de Saint-Kyriaque avait lieu en mai, au moment du pèlerinage du saint. Les pierres tombales, vous voyez, toutes sont plus magnifiques les unes que les autres. Les foires s'étendaient donc sur 3 semaines. La première semaine, c'était la montre, l'étalage des produits. La deuxième semaine, la vente. Et la troisième semaine, le règlement et l'envoi. Et c'est ainsi que se développa les lettres de change qui combinaient 3 opérations. Le transfert de fonds, le crédit et le change. Ainsi, les marchands pouvaient voyager sans avoir d'argent sur eux, ils avaient seulement la lettre. Et cette lettre pouvait être échangée, que ce soit à Riga, Édimbourg, Paris, Rome, Bruxelles, l'Espagne, Byzance, partout. Ces lettres de change étaient reconnues car elles étaient certifiées par le notaire royal. Voilà les vieilles maisons, regardez, du XIe siècle. D'autres encore à Colombage, c'est la maison où le prévôt rendait la justice du comte de Champagne. Puis, lorsque la Champagne devint française par le mariage de la seule héritière avec le roi Philippe le Bel, alors tous ces droits furent transférés au royaume de France et les foires de Champagne déclinèrent très très vite. Voilà, je vous laisse sur cette belle histoire du génie des comtes de Champagne qui au XIe, XIIe et XIIIe siècle attirèrent à Provins des gens vraiment du monde entier. Je vous souhaite de venir en pèlerinage auprès de Saint-Ayoud ou Saint-Kyrias. Je vous dis au revoir, à bientôt pour une autre visite.